Corvette, ça commence comme une comédie de boulevard et ça se termine comme une tragédie scorsésienne. Alors, c'est l'histoire de Jacques Bios, le personnage principal du roman, qui a 60 ans et qui, à l'occasion d'un jogging, va découvrir, donc à 60 ans, qu'il est atteint d'une maladie incurable, dégénérative, et qui décide de se faire euthanasier. C'est gai. À 3 mois de ce qu'on appelle poliment son suicide assisté, Jacques va décider de partir sans vraiment prévenir sa famille, sa femme, ses enfants, ses proches. Il part et en fait, il fuit ce qu'il a lui-même initié d'une certaine manière, c'est-à-dire sa mort. Alors il y a plusieurs géographies dans ce roman. Il y a Clamart, c'est là où Jacques vit. Il y a Villacoublay aussi, c'est là où parce qu'il dirige, c'est là où il travaille. Il dirige la plus grosse concession, une très grosse concession automobile. Il y a aussi les endroits de sa fuite, justement, que sont l'Écosse, Saint-Tropez, Monaco et un petit peu l'Italie aussi. L'idée de ce roman m'est venue d'une question que je me suis posée. Je me suis dit, qu'est-ce que je ferais si je connaissais la date et l'heure précise de ma mort? Qu'est-ce que je ferais dans ce laps de temps? Est-ce que je ferais tout ce que je n'ai jamais fait, tout ce que je n'ai jamais pu faire, tout ce que je n'ai jamais osé faire? Est-ce qu'au contraire, je resterai dans ma vie intime, qui est a priori celle que j'ai choisie, celle que j'aime et celle qui me fait du bien? Est-ce que je resterai dans cette intimité-là de la vie? Est-ce que je braquerai une banque? Après tout, quand on sait qu'on va mourir dans 3 mois, on n'a plus grand-chose à perdre. Est-ce qu'au contraire, je prierai? Voilà, cette question m'est venue. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait quand on connaît la date et l'heure précise de sa mort? Qu'est-ce qu'on a à perdre quand on sait qu'on va perdre la vie? Bon, cela dit, on va tous perdre à la fin, hein. Je suis désolé d'en décevoir certains, mais on va tous mourir a priori. Mais c'est pas la même chose quand on sait quand on va mourir. Il n'y a aucun être humain qui connaît la date et l'heure précise de sa mort. Aucun. Même les condamnés à mort ne le savent pas. Puisque les condamnés à mort, on vient les réveiller un matin, mais la veille, ils n'étaient pas au courant que ce serait ce matin-là. Donc personne ne connaît la date et l'heure précise de sa mort, sauf, et c'est de ce constat que m'est venue l'idée de cette histoire, sauf les personnes qui vont être euthanasiées, puisque l'euthanasie, ou le suicide assisté, appelons ça comme on veut, c'est programmé à l'avance. On connaît, on donne une date, on donne un horaire. C'est vraiment très très gai. Quand Jacques finit par se faire rattraper dans sa fuite, bah, ce sera le moment où il va devoir se confronter lui-même à cette décision qu'il a prise. Et là, il va se passer pas mal de choses, mais je n'en dis pas plus, parce qu'évidemment, sinon je vous raconte tout le roman. Je trouve que, et j'en ai eu la confirmation en écrivant le roman, que le débat public sur l'euthanasie, autour de l'euthanasie, qui n'est que théorique, politique, idéologique, religieux, moral, qui doit exister évidemment, mais ce débat public donc masque ce qu'est, à mon avis, fondamentalement, vraiment, humainement, l'euthanasie et tout ce qui va avec. Dans le roman, je crois montrer, ou plutôt d'ailleurs ce sont les personnages qui le montrent, je crois montrer en m'intéressant à des petites choses, aux choses de la vie, des trucs très humains qui peuvent parfois paraître anecdotiques même, ce qu'est vraiment l'euthanasie. Je crois qu'en m'intéressant, en s'intéressant et en observant des personnages, en observant ces personnages-là confrontés à ça, en observant comme au microscope le minuscule, c'est là où l'énormité apparaît, où le majuscule apparaît. Je crois que c'est en allant dans l'infiniment petit
Et c'est, à mon avis, le rôle du romancier, dans l'infiniment petit, qu'apparaît l'infiniment grand. Le truc, c'est que tu te lèves à 8 heures du matin, à 10 heures, tu sais que tu seras mort. C'est ça l'euthanasie. Tu te lèves à 8 heures du matin, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un petit déjeuner ou pas? Est-ce que ça sert à quelque chose de prendre un petit déjeuner alors que dans 2 heures, t'es mort, t'es plus de ce monde? Est-ce que tu t'habilles ou tu restes en pyjama? Est-ce que, est-ce que tu vas laver justement la tasse à café que tu as utilisée pour ton petit déjeuner? Est-ce que le dernier acte que tu vas faire de ta vie, ce sera de laver une tasse à café? Alors ça paraît anecdotique, ça paraît même comique, et ça l'est d'ailleurs, mais c'est absolument tragique. C'est là, je trouve que c'est avec ce petit questionnement de rien qu'apparaît le tragique, justement. On est toujours le fruit de ses admirations. C'est vrai que pour mes 2 premiers romans, j'avais, voilà, comme ça, j'avais en tête des écrivains que j'admire, que ce soit Marcel Aimé, Georges Simenon, Yasmina Reza, Patrick Modiano, Benoît Dutertre, Michel Houellebecq, Éric Neuf, enfin, je sais pas, voilà. Alors, évidemment, on les copie pas, ce serait ridicule, d'ailleurs, on n'en serait pas capable. Mais oui, je vais même pas dire qu'ils inspirent, j'allais dire qu'ils balisent un peu le terrain comme ça. Pour Corvette, en revanche, j'ai pas eu de, j'allais dire, de référent littéraire. Mes 2 références sont des cinéastes, des réalisateurs, et ce sont Ruben Östlund et Paolo Sorrentino. En fait, je me suis dit, ces deux-là, je pense que ils sauraient raconter cette histoire comme j'aimerais la raconter. Et c'est vrai, alors, j'ai pas pensé à eux deux pendant toute l'écriture du roman, mais, euh, mais régulièrement, quand j'avais peut-être pas un doute, mais une petite panne ou un petit blocage, etc., je me disais, tiens, comment ferait Ruben Östlund? Comment il filmerait cette scène, par exemple? Alors, évidemment, là, c'est du roman, c'est un peu différent, mais comment il la traiterait? D'ailleurs, c'est pas la filmer, comment il la traiterait, cette scène? Telle autre scène, comment Paolo Sorrentino la traiterait? Et de temps en temps, en tout cas, ça m'a aidé, parce que je pense que eux sauraient traiter cette histoire, et j'avais l'ambition de traiter cette histoire de cette manière-là, donc je m'en suis un peu servi. Si on devait donner une définition de genre à Corvette, à quel genre il appartient, je dirais la tragicomédie. Et tout à l'heure, je parlais de Östlund et Sorrentino, et pour moi, c'est ça, dans leurs films, et ce sont toujours des films tragicomiques. Et moi, je crois que la vie, l'existence, en fait, est tragicomique. En exergue de ce roman, j'ai mis 2 citations. La première, c'est une phrase prononcée par Michel Houellebecq, que moi, je trouve à la fois criante de vérité et en même temps extrêmement drôle, à la fois totalement désespérante et en même temps, encore une fois, comique quasiment. C'est une phrase que Michel Houellebecq a prononcée au cours d'une conférence. Je crois que c'était de mémoire, c'était en 1998. Il répondait comme ça à une lectrice et il sort cette phrase. Vous savez, la mort, c'est quand même quelque chose de très fréquent. Et l'autre phrase, elle est tirée des écrits posthumes d'un type assez fabuleux qui s'appelait Jacques Rigaud. Et Jacques Rigaud avait écrit La vie ne vaut pas le coup qu'on se donne la peine de la quitter. La vie ne vaut pas le coup qu'on se donne la peine de la quitter. Il faut 2 secondes, hein, quand même.